Donc, y a-t-il des gens ici dans la salle qui ne connaissent pas Géomont? Juste à lever la main. Oh, parfait. Arrêtez, Géomont, c'est un organisme sans but lucratif qui est basé à Granby. Initialement, on était à Saint-Hyacinthe. Et le but de notre organisation, c'est de promouvoir l'utilisation, l'accessibilité et le développement de la géomatique. On est une équipe pluridisciplinaire. Comme vous voyez, j'ai des gens qui sont en aménagement, j'ai des gens qui sont en géomatique appliquée, j'ai des gens qui ont fait des bases de données. Bref, on est un petit groupe, on est 4, donc on produit plein de choses. Et évidemment, on produit de la cartographie en ligne, l'analyse spatiale, puis on coordonne des projets d'acquisition, que ce soit LIDAR ou orthophoto, à travers la Montérégie. Évidemment, notre conseil d'administration, des fois, c'est des personnes que vous pouvez connaître à travers vos organisations. On est constitué de MRC, de ministères qui travaillent en Montérégie, donc des gens que peut-être que vous connaissez. Évidemment, je vous lance l'invitation. Ça va faire 15 ans maintenant que Géomont existe. Donc, pour ceux qui s'intéressent, on fait une assemblée générale annuelle / conférence qui aura lieu le 10 avril 2019 au Centre des congrès. Donc, si les gens qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le LIDAR, évidemment, vous êtes dans une conférence, on va parler d'un peu comment c'est acquis. Il y a 2 types d'acquisitions possibles, que ce soit de manière aéroportée ou terrestre. Donc, dans des applications forestières, des fois, on va utiliser le LIDAR terrestre pour essayer d'avoir un nuage de points plus fiable, si on veut, étant donné que la quantité d'informations qui est acquise en avion est souvent limitée. Là, ce qu'on parle ici, c'est, vous avez l'avion, il fait un balayage. Ce que vous voyez à votre gauche, non, à votre droite, à ma gauche. Donc, c'est un nuage de points. Donc, théoriquement, tous les points sont distribués de manière un peu aléatoire. Et évidemment, il y a plein d'informations qui sont acquises à travers ces points-là. Évidemment, il y a des points de premier retour, il y a des points de dernier retour. Évidemment, c'est toujours basé sur une intensité. Donc, par exemple, si on a un retour unique, on a une surface, une route, donc on va avoir un simple retour. Si on a un bâtiment, quoi que ce soit, c'est possible d'avoir 2 retours potentiels. Évidemment, quand on s'en va en forêt, il y a plusieurs retours et des fois, l'information du sol n'est pas nécessairement disponible. Il y a plein d'informations qui est acquise à travers le nuage de points LIDAR, que ce soit les coordonnées X, Y, Z, parce qu'on s'en va chercher l'élévation aussi, mais il y a aussi l'intensité qui est souvent sous-utilisée, le nombre de retours. Donc, par exemple, pour une intensité, par exemple, un point donné, c'est le quelième à travers l'intensité LIDAR. Et évidemment, il y a tout ce qui est les angles de visée et les directions aussi qui ont été acquises. Évidemment, l'acquisition, c'est toujours une question d'argent. Hein. On aimerait ça avoir la meilleure information possible, mais c'est toujours sensible à 3 sujets différents. La densité, l'espacement puis la précision. Quand on parle de densité de points, plus on a une très grande densité, on va avoir un volume de points énorme. On a une chance, par exemple, si on fait une acquisition sous canopée, d'avoir accès directement à l'information du sol. Mais évidemment, quand on fait une acquisition, par exemple, à 12 points par mètre carré, ça coûte excessivement cher. Et évidemment, la quantité de données requises pour traiter, pour produire des données dérivées est énorme. Et des fois, c'est irréalisable. Donc, souvent, pour les acquisitions qui sont l'MFFP, on se concentre entre 1 et 4 points par mètre carré. Des fois, ça peut être moindre, mais on essaie d'avoir la meilleure information possible. L'espacement, c'est entre chaque point, comment on a de distance. Plus il va être élevé, plus on va avoir une couverture qui va être qui va être so-so, si on veut. Donc, on n'aura pas une représentabilité de la précision du modèle terrain. Évidemment, plus qu'il y a de précision, quand on va avoir une précision millimétrique du LIDAR, dites-vous une chose, ce n'est pas bonne technologie. Parce que souvent, il y a beaucoup d'imprécisions, et cette imprécision-là est composée de plein d'autres imprécisions, que ce soit le système de GPS embarqué, le laser, la station de référence au sol. Il y a beaucoup d'informations qui rentrent en ligne de compte au niveau de la précision. Donc ici, on a une coupe d'un nuage de points LIDAR. Votre œil vous joue des tours. Vous savez déjà qu'il y a peut-être des structures de végétation ou de bâtiments à l'intérieur et vous avez un modèle numérique de terrain, un modèle de référence de terrain, si on veut. Mais au point de vue ordinateur, lui, ce qu'il voit, c'est exactement ce que vous voyez à votre droite. Donc, il n'y a aucune différence dans ces points-là, seulement une élévation différente. Donc, si on utilise uniquement le nuage de points brut et on prend le premier retour, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la canopée, ou on prend le dernier retour, théoriquement, devrait être l'information au sol. Donc, on serait capable de produire un modèle numérique de terrain ou un modèle numérique de surface.
Donc, ici, on produit un modèle numérique de surface. On voit ici, c'est une coupe. On est dans le milieu agricole, on n'est pas en milieu forestier. Donc, on produit un ombrage. Et quand on combine les deux, on voit les bâtiments qui sont en élévation, le rouge étant une élévation plus élevée. Et si vous voyez là, complètement au coin supérieur droit, la forêt, donc qui a une canopée, ainsi de suite. Les images d'intensité, c'est une information qui est très pertinente à utiliser. Je pense que le conférencier précédent a fait la démonstration. Et lorsqu'on utilise cette information-là, on prend la nature du laser en soi. Donc, on a une information qui est dit plus de proche infrarouge. Et étant donné que c'est des intensités, donc tout ce qui est structure, végétation, va refléter un petit peu moins le lidar. Donc, on va avoir des ondes d'ombre. Donc, c'est une intensité plus faible que des surfaces qui sont des prairies ou qui sont des sols agricoles. Donc, on revient à notre coupe de points lidar. Là, il faut différencier ces points-là. Toutes les informations, que ce soit, doivent être classifiées. Donc, on doit faire une discrimination entre les points de sol et les points de sursol. C'est le point de tout. Donc, tous les algorithmes, on va essayer de différencier ces points-là. Donc, soit qu'ils vont utiliser le dernier retour ou le seul retour, puis ils vont différencier ces différentes structures-là. Et après ça, pour différencier ces points, ces classifications-là, il y a plein d'approches possibles. Que ce soit une approche par pente. Donc, en fait, ils prennent le nuage de points et si la pente entre les deux points est trop élevée, ils vont dire, bien, ça, c'est une information de sol. Celui-là n'est pas une suite logique dans l'information de sol. Donc, ils vont essayer d'aller chercher tous les points de sol. Évidemment, il y a l'approche par pas régulier aussi, qui est une approche que, par exemple, pour un pixel d'1 mètre, on va aller chercher l'information, on fait l'analyse de la colonne au complet, puis on va chercher l'information le plus faible possible. Et l'approche par point qui est de plus en plus utilisée dans les logiciels pour justement voir le voisin du point, que ce soit en 3 dimensions. Donc, évidemment, tout ce qui dit analyse en 3 dimensions demande une excellente capacité de traitement et c'est très, très, très complexe. Et évidemment, il y a plein d'autres approches. Par exemple, en milieu forestier, on va utiliser minimal curvature. Donc, par exemple, pour les densités de points de lidar trop faibles, on va essayer d'aller voir la tendance générale pour essayer d'avoir un modèle numérique de terrain intégral. Par la suite, une fois qu'on a fait la différenciation des points de sol et sur sol, il est possible de faire la classification plus intrinsèque des natures des cibles. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une intensité de retour plus élevée, il est possible d'utiliser, de faire la classification de route ou de fil, par exemple, d'Hydro-Québec, par exemple. Et évidemment, tout ce qui est sur sol, on va avoir les informations de végétation, de bâtiments, d'eau, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une séquence de, on différencie sol sur sol, et après ça, on va leur donner une nature. Donc, une fois qu'on a toutes ces données classifiées-là, que ce soit en différentes classes, donc il y a toujours des points qui ne seront jamais classifiés soit parce que l'algorithme n'a pas été capable de les différencier, mais ce n'est pas une information qui est perdue en soi. Donc, une fois on fait la coupe, donc on voit que des bâtiments, évidemment, c'est le toit de la maison, on voit les arbres et on voit le modèle numérique de terrain qui est en taupe. On fait une sélection. Je vous dis, on fait une sélection de uniquement les points de sol. C'est les points qui ont le plus de confiance par rapport à l'information du sol. Évidemment, et on va être possible de produire un modèle numérique de terrain. La production du fameux modèle numérique de terrain. Il existe plein de recettes possibles, il y a plein d'articles scientifiques qui ont été démontrés, il y a plein d'approches distinctes. Il y a des approches logicielles, il y a des approches théoriques, il y a des approches tout ça. Et je veux faire un peu un résumé de qu'est-ce que nous, on s'est rendu compte à travers nos projets. Il y a une information qui est basée sur la résolution du pixel, puis il y en a une autre information qui est basée sur un TIN, puis vers une conversion vers une image ou un MNT. Donc, pour une résolution de pixels, il existe autant de recettes. Qu'est-ce qu'on prend comme référence spatiale? Donc, est-ce qu'on prend, par exemple, si on prend un modèle numérique de terrain d'1 mètre, est-ce qu'on se limite à une seule fenêtre de 1 mètre pour faire l'analyse des données de sol? Est-ce qu'on prend un rayon? Est-ce qu'on prend une superficie supérieure pour aller voir les voisins, pour avoir de l'intégrité au point de vue du modèle numérique de terrain? Est-ce qu'on prend plus large pour s'assurer d'avoir la meilleure information? Parce que ce n'est pas sûr que le point que vous allez utiliser comme référence est bon. Évidemment, c'est tout ce qui est une question de distribution de points. Donc, si vous avez une distribution, un espacement qui est élevé, bien, ça va être plus intéressant d'aller chercher de l'information qui est plus large pour avoir l'intégrité. Et quand on parle de résolution préférentielle, la Ressources naturelles Canada a sorti une étude justement sur des données LIDAR qui disait que si on prend un espacement égal, par exemple la référence de 1 mètre,
et que 90% des pixels ou des matrices ont au moins une information d'élévation ou de point, bien, c'est la référence en soi. Donc, 90% de couverture, donc c'est la référence des points. Donc, si vous avez une densité plus élevée, bien, il sera possible de diminuer votre résolution pour avoir des 50 cm du millimètre. Donc, puis évidemment, il y a aussi le taux de classification. Comme je vous ai dit, il existe toujours des données sans classification ou non classifiées. Et si les classes sont mal définies, bien, il est possible qu'il va y avoir une surclassification. Donc, ce que j'entends par surclassification, c'est qu'il y a des éléments qui sont de d'autres classes qui ont été mis dans des classes de sol. Par exemple, si votre analyse n'est pas assez sensible au point de vue des données de basse végétation, et là, il va y avoir de l'information de basse végétation qui est probablement plus élevée que de l'information qui était réellement au sol, bien, ça va influencer l'analyse en soi. Végétation, bâtiment, bien évidemment, quand vous avez un arbre par-dessus un bâtiment, c'est difficile de savoir exactement quel point est associé au bâtiment versus la végétation. Et évidemment, certains fournisseurs, je ne les nomme pas, fait que, des fois, ils vont faire une sous-classification. Donc, ils vont bombarder à un point tel qu'ils vont utiliser uniquement les points les meilleurs pour produire leur modèle numérique de terrain ou produire leur information dérivée. Ce que ça veut dire, c'est que ça laisse plein de données disponibles pour faire vos analyses. Donc, ils s'assurent d'une qualité de l'information, mais il y a plein d'informations qui sont sous-utilisées. Donc, des avantages, c'est que à haute résolution, donc inférieure à 1 mètre, on a vraiment une représentation de la microtopographie, une représentation précise du lidar parce qu'on prend le point comme étant une référence. Les inconvénients, c'est qu'il peut y avoir des no data, donc des données trouées. Et évidemment, les tailles du fichier, plus on s'en va avec une résolution élevée, c'est exponentiel. Donc, on se retrouve avec des fichiers très, très lourds à traiter, si on voulait. Évidemment, quand on va parler de faible résolution, donc à supérieur à 1 mètre, il n'y a souvent aucun trou parce que la densité couvre. C'est intéressant parce que, par exemple, en forêt, je vous dis, ce n'est pas pour la modélisation hydrologique, mais c'est qu'il arrive avec des informations qu'il n'y a pas de trou disponible. Donc, ça lisse un petit peu le territoire, on est capable d'avoir une tendance. Non pas, ça ne modélise pas très pointu le MNT, mais ça reste quand même une information qui est ça. Et évidemment, quand on parle de lissage de territoire, quand on parle de milieu urbain, bien, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite. On veut modéliser le plus possible le milieu urbain. Donc, nous, notre approche chez Géomon, c'est vraiment une approche par pixel. Donc, voici des exemples de ce qu'on a produit. Donc, on a fait une sélection de données de sol. On a converti les informations, les sélections en pixels. Ce que ça donne, c'est que ce qui est les pixels blancs ici, c'est une image à 1 mètre, c'est des points, des trous. Finalement, vous avez des bâtiments, il y a de l'eau un petit peu. Et on comble les trous par un lissage linéaire. Et ça permet d'avoir un modèle numérique de terrain complet. Par exemple, pour le TIN, bien évidemment, là, tous les modèles, les MNT produits par TerraSolid ou ArcGIS, par exemple, par la séquence multipoint, Terrain Dataset, Raster Dataset, c'est toujours un TIN qui a été produit par rapport à ça. Même le Ressources naturelles Canada utilise Last2Dem, qui est un modèle qui utilise une version TIN. Et ça s'adapte un petit peu mieux aux rugosités du lidar, mais c'est sensible aux erreurs aussi du lidar en soi. Donc, si le lidar n'est pas de qualité, vous produisez un TIN, assurez-vous pas que l'information du TIN va être pertinente. Il y a plein de projets qu'on s'applique avec ça. Ça va me faire plaisir de vous en parler, le temps me presse, mais je vais vous donner des exemples concrets d'erreurs qu'on s'est rendu compte. Dans le cadre d'un projet sur l'utilisation du lidar pour l'aide à la décision pour les zones de risque de mouvement de terrain, c'est des projets qu'on a fait dans toute la Montérégie, même la ville de Sherbrooke a décidé d'embarquer dans un type de projet comme ça. En résumé, c'est juste pour savoir c'est quoi la pente, finalement, la pente critique pour déterminer une zone de contrainte et d'appliquer une bande de protection. Donc, on s'est rendu compte, c'est que, bien, ça, c'est le schéma initial. Donc, en bleu pâle, c'est la zone initiale et les zones qui sont en mauve et en jaune, c'est les zones qui sont maintenant appliquées dans le schéma d'aménagement. On s'est rendu compte qu'en utilisant une méthode TIN, notre lidar étant qui n'était pas nécessairement précis, parce que c'est un lidar qui date de quelques années déjà, on utilisait la méthode TIN qu'on convertissait en images. Quand on produisait les cartes de pente, il y avait excessivement du bruit de produit à travers le TIN. Quand on utilisait une méthode modèle de MNT, où on prenait le pixel, analyse par pixel, on arrivait avec une précision plus lissée, si on veut, mais au final, c'était les besoins du projet en soi pour déterminer les zones.
Dans un autre projet, les friches, on a utilisé les classes de basse végétation du LIDAR pour justement produire des cartes, des données dérivées pour produire l'information des friches. On s'est rendu compte que notre classification était déficiente. Il y avait par exemple des zones agricoles qui n'avaient pas été récoltées l'année d'avant, qui étaient sorties en friche parce que le maïs avait une certaine hauteur. Et puisque les classes de végétation, c'est uniquement basé sur une hauteur par rapport au sol, on avait des erreurs dans la classification. Mais au final, on est arrivé avec des zones qui étaient effectivement des friches ou des pâtures. Milieu urbain, bâtiment, on voulait faire les canopées urbaines. On a utilisé uniquement les classes de végétation, on n'a pas utilisé les classes d'intensité. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait justement une erreur de classification. Donc, il y avait des bâtiments qui étaient dans la végétation et vice-versa. Donc, ça faisait des canopées, des niveaux supérieurs. Donc, puis après ça, on a raffiné notre méthode. On a utilisé des orthophotos, on a utilisé les hauteurs de canopées. Et finalement, on a affiné le résultat en utilisant ça. Carrière sablière, les piles de résidus, les piles, des fois, ils ont une structure un peu comme un toit de maison. Si on veut, ils essaient de maximiser la hauteur. Ce que ça fait, quand on utilise des algorithmes de base, bien, lui, il va déterminer ça que c'est des toits de maison. Finalement, on avait une perte de tonnage potentiel dans les carrières. Les gens ne chialaient pas, mais au final, c'est que le gestionnaire, il dit ça ne marche pas mes redevances en soi. Fait que c'est ça qu'on s'est rendu compte. Ça, c'est un peu une slide pour dire que vous avez des données LIDAR, je vous incite fortement à pouvoir vous en servir. Si vous n'avez pas participé au partenariat, que vous voulez les acquérir après, je vous incite d'avoir la donnée originale. Le conférencier précédent l'a dit, il travaille avec la donnée originale. Vous êtes géomaticiens, vous êtes des gens qui travaillent avec cette donnée géospatiale-là. Soyez à l'aise de la valoriser à travers plein de projets pour justement ne pas vous baser uniquement sur ce qui est produit par quelqu'un d'autre ou produit par un simple clic. Donc, quand on a accessibilité des données, puis ça, c'est vraiment important au point de vue décisionnel, c'est que vous la mettez dans la boucle pour produire puis la valoriser. Ça augmente l'efficacité, la productivité. Je ne dis pas que ce n'est pas des erreurs, mais il y a toujours une entrée possible. Ça améliore le processus décisionnel. Puis une fois que cette information-là est produite, vous la remettez en input, vous la remettez en intrant dans les projets et ça crée de la nouvelle information, ça crée de la donnée dérivée. Par exemple, j'utilise la référence parce que c'est ça. Donc, une fois que la couche hydrologique est produite, vous la mettez disponible, vous la mettez constante, ça va sur le terrain, vous avez une meilleure résolution. Vous devez valoriser cette information-là au maximum. Si vous avez des questions.